Bienvenue à tous, je vous remercie d'être venus pour cette dernière conférence de ce cycle que nous organisons dans le cadre du mois de l'architecture et du patrimoine, donc la 3e édition qui est organisée par la ville de Beauvais, la communauté d'agglomération du Beauvaisis. Alors à chaque fois dans ce mois de l'architecture et du patrimoine, on commence plutôt par au début du mois, là d'ailleurs des 2 mois cette année, on commence par des sujets un peu plus patrimoniaux et plus on avance, plus on arrive vers des sujets d'architecture plus récents ou plus contemporains. Et cette année, on vous propose de terminer ce cycle par la reconstruction, ce qu'on appelle la seconde reconstruction, puisque la première est celle après la Première Guerre mondiale. Ensuite, vous avez la seconde après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est beaucoup traitée dans les villes reconstruites cette année, en lien notamment avec les 80 ans de la Libération. Il y a notamment actuellement tout un colloque qui se fait ces jours-ci en Normandie, puisque la Normandie est vraiment la région par excellence qui a été détruite et reconstruite. Et donc, c'était pour nous l'occasion à Beauvais de traiter de ce sujet. Alors, de plus en plus traité depuis qu'on a le label Ville d'art et d'histoire, depuis 2012, mais qui reste un peu un sujet de niche. C'est-à-dire que le public a encore du mal à s'approprier cette époque. C'est une architecture qui reste mal aimée, puisqu'elle fait aussi le lien avec le traumatisme de la perte. Et donc, il est important aujourd'hui pour nous de vous expliquer tout ce que peut apporter à l'histoire de l'architecture, à l'histoire de l'art, cette période qui est, on va dire, très importante pour la ville de Beauvais, puisque c'est 80% de nos architectures de centre-ville. Donc nous serons 3 pour présenter cette thématique. Donc Françoise Lati, à ma droite, qui est donc conservatrice régionale des monuments historiques, qui est une grande connaisseuse d'architecture de la reconstruction, notamment puisqu'elle a beaucoup travaillé sur Coutances en Normandie. Gabin de Wild Caplin, qui est donc étudiant à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne et qui a cette année fait son mémoire, enfin cette année ou l'année dernière plutôt d'ailleurs, sur la planification de la reconstruction à Beauvais. Et donc moi-même, Marie Ansart, donc chef de projet Ville d'art et d'histoire, puisque depuis une dizaine d'années, avec le label Ville d'art et d'histoire, justement, j'ai été amenée à de plus en plus travailler sur cette architecture, qui au départ n'est pas forcément ma spécialité, puisque je suis plutôt médiéviste. Mais c'était un élément fort de la candidature de la ville de Beauvais au label Ville d'art et d'histoire, notamment du point de vue du patrimoine du XXe siècle. Pour commencer, je vais laisser la parole à Françoise. Et puis, j'espère que vous passerez une bonne conférence. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, comme le disait Marie Ansart à l'instant, j'ai longtemps travaillé sur la reconstruction en Normandie pour les mêmes raisons que Marie, puisque je faisais le même métier qu'elle auparavant. J'étais chef de projet Ville et Pays d'art et d'histoire dans la Manche. Et quand je suis arrivée en 2001, il n'y avait pas encore du tout, pour le coup, de sensibilité forte. Il y avait eu quelques points d'études qui avaient été faits, mais il y avait beaucoup à faire. Et ce n'était pas non plus du tout ma spécialité. Donc voilà, en fait, c'est un domaine d'intervention auquel on est presque parfois obligé de s'intéresser par les fonctions professionnelles que l'on a ou par l'univers dans lequel on évolue, et puis qui en fait est extrêmement attachant. Et je pense que c'est ce qu'on va essayer aussi de vous montrer ce soir à travers de nos 3 points d'attaque, c'est que au-delà d'une banalité, au-delà apparente, au-delà d'une histoire qui a marqué par les traumatismes une grande partie de la France, et beaucoup, comme le disait Marie, la Normandie, mais aussi beaucoup les Hauts-de-France, région qui se trouve entre bien, les chemins d'invasion et la région parisienne, donc qui a été maintes et maintes fois touchée par les guerres. Actuellement, à la DRAC, nous avons élargi nos champs de protection, nos thématiques aux reconstructions avec un pluriel, parce que jusqu'à présent, on s'intéressait surtout à la première reconstruction. Et on essaye maintenant de voir l'ensemble des choses. Alors, Marie parlait également de la seconde reconstruction. Quand j'étais en Normandie, on me disait la reconstruction tout court, puisque contrairement à ici, il n'y avait pas eu les effets de la Première Guerre mondiale. Alors, comme je vous le disais à l'instant, on est dans une région qui a été particulièrement concernée. Quelques images pour montrer l'ampleur des désastres. Alors c'est essentiellement la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais qui sont parmi les 5 départements les plus touchés de France, les autres départements étant la Manche et le Calvados en Normandie. Donc c'est pas forcément connu du grand public, notamment peut-être pour le Nord et le Pas-de-Calais.
La Somme, c'est Amiens qui a été touché 2 fois, Première et Seconde Guerre mondiale, avec 2 reconstructions successives. Et dans l'Oise, alors on a surtout l'image de Beauvais, 80% du centre-ville, comme cela vient d'être dit, qui a été détruit. Mais dans l'Oise, on a également beaucoup d'édifices en périphérie, je vous montrerai plus tard, tels que des bâtiments industriels qui ont fait l'objet d'inventaires il y a quelques années. Évidemment, toutes ont fait l'objet de plans de reconstruction et d'aménagement, puisque c'est un des grands principes de la seconde reconstruction, c'est que on est à la fois dans de la reconstruction architecturale, mais aussi une reconception urbaine des villes. Contrairement à la Première Guerre mondiale qui avait surtout touché les campagnes, les combats des villages, etc. Là, ce sont vraiment les villes, les cœurs de villes, pas simplement les faubourgs avec les gares, les ponts, etc. qui sont touchés, et les logements, parfois 75% des habitats qui sont détruits, puisqu'il y a également des bombes incendiaires qui diffusent les démolitions. Et ce sont beaucoup des architectes qui ont œuvré dans les années 30 qui vont proposer les plans de reconstruction et d'aménagement et établir donc toutes ces zones urbaines. Voilà. Donc je ne voudrais pas anticiper sur la présentation de Gabin, mais c'est extrêmement important de voir ça en tête parce que les principes, en fait, on va les retrouver dans toutes les villes. Et ce qui est assez formidable, c'est que malgré des principes qui sont communs, on a une diversité ensuite de mise en œuvre parce qu'interviennent des architectes, interviennent des urbanistes, interviennent des architectes d'opération qui chacun vont jouer avec les conjugaisons de matériaux, de montants financiers disponibles, etc. pour proposer des visages nouveaux à ces villes. Alors, je vous parlais à l'instant d'édifices qui avaient été touchés pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai oublié de vous dire qu'une des singularités aussi dans les Hauts-de-France, c'est qu'il y a 2 grandes phases de bombardement, c'est-à-dire au moment de la conquête allemande, en 1940, c'est le cas à Beauvais, et au moment de la libération. En Normandie, c'est vraiment la libération qui a causé la plupart des destructions. Donc ici, des usines qui ensuite seront reconstruites. Cela touche également, enfin c'est une infinité de typologies qui sont concernées. On pense souvent immeubles collectifs, églises, espaces publics, mais c'est aussi par exemple des villes balnéaires comme celle de Berck, qui est vraiment une ville de la seconde reconstruction. Et également la plupart des phares qui font un peu l'orgueil de la région maritime qu'est la région Hauts-de-France sont en fait des produits de la seconde reconstruction. Alors j'ai mis ici juste un seul exemple, c'est le feu Saint-Paul de Dunkerque qui est classé monument historique, qui a été construit par Gustav Hundadstock, qui est un architecte très reconnu dans la région. Par exemple, il a également fait la gare de Senlis, d'autres édifices, et qui en fait est une reconstruction à l'identique de l'original. Sont également reconstruits parmi des éléments emblématiques de la région, certains beffrois, comme le beffroi de Berg, qui date entièrement de la seconde reconstruction, qui a été édifié par Jean et Paul Gélis dans les années 60. Voilà. Alors, je vais passer la parole maintenant à Gabin pour une présentation sur la planification, puis on reviendra après un petit peu dans les détails. Bonsoir à tous, toutes et à tous, pardon. Donc Gabin, je suis étudiant à l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne et lors de l'année dernière, j'ai réalisé mon mémoire sur du coup la reconstruction de Beauvais, et plus particulièrement sur cette période de planification qui est cette période d'occupation durant laquelle les reconstructions étaient interdites et où il y a eu une production d'architecture de papier très importante et qui est vraiment le cœur et le point de départ de toute pensée de reconstruction. Et je voulais m'intéresser particulièrement à cette période pour voir comment ça en avait découlé par la suite. J'aurai pas le temps d'aborder tous les sujets de mon mémoire, mais on va se focaliser plutôt sur l'étude du profil des architectes, leur parcours et comment ça a pu influencer la production, leur production de papier ensuite. Et j'espère que ça vous donnera des nouvelles clés de compréhension pour quand vous regarderez à nouveau la reconstruction de Beauvais. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne va pas pouvoir tout aborder, mais voici quelques dates clés. Donc cette planification, je l'ai divisée en 3 périodes. La première période qui est une période que j'ai appelée d'initiative locale,
qui démarre le 8 juin 1940, au moment où les bombes incendiaires frappent la ville, jusqu'au 15 février 1941, où les 2 architectes qui sont nommés au projet de reconstruction sont finalement sous contrat avec l'institution de Vichy, donc qui s'appelle le Commissariat à la reconstruction immobilière. Et pendant toute la période avant, en fait, ils ne sont pas sous contrat avec cet organisme de Vichy, ils vont être en contrat avec la ville. Et on a une relation qui est très directe entre les 2 architectes et la ville, ce qui fait que la plupart des décisions de base sur ces plans sont vraiment prises par l'opinion déjà de la population, qui est incarnée par des élus de la municipalité, et par le bagage culturel et académique des 2 architectes. La deuxième période au milieu, donc, qui va des architectes sous contrat jusqu'au rattachement des communes, c'est la période tout simplement où va se faire la concrétisation de la production du travail de ces 2 architectes, avec le plan d'utilité publique de Beauvais qui sort le 16 mai 1942 et qui est disponible pour la population. Et la population va finalement découvrir à ce moment-là le plan de reconstruction qui va être approuvé par la suite. Et enfin, la dernière période qui démarre au moment des rattachements des communes, qui est la période de concrétisation, je l'ai appelée, puisque le rattachement des communes limitrophes, donc Maricel, Notre-Dame-du-Tilh, Saint-Just-des-Marais et Voisins-Lieu, permet à la ville de Beauvais d'étendre son plan de reconstruction sur les communes alentours, et on passe vraiment d'une architecture qui est rêvée, enfin presque impossible pour l'instant, à une concrétisation, et on envisage finalement les chantiers de reconstruction. Il n'y a plus aucune loi à part celle de Vichy qui empêche le démarrage des chantiers à ce moment-là. Donc dans les parties suivantes, comme je l'ai dit, on va plutôt s'intéresser au profil des 2 architectes, leur parcours, leur bagage culturel et leur vision de l'architecture aussi, pour que vous ayez des clés de compréhension. Donc le premier architecte, vous verrez que c'est pas si évident que ça, donc Albert Parenti, et il est diplômé de l'école des Beaux-Arts en 1908. Donc l'école des Beaux-Arts, c'est un peu le parcours classique pour tout architecte à cette époque. Il est aussi diplômé de l'école des arts décoratifs de Paris, et il a une licence en droit, parmi ses formations qu'il a fait. Il n'est décoré d'aucun prix d'architecture durant ses études, ce qui est assez rare puisque l'école des Beaux-Arts organise quand même énormément de concours, et c'est ce qui valorise vraiment le niveau, on va dire, d'un architecte à cette époque-là, c'est le fait de gagner des concours, et notamment un concours en particulier dont je reviendrai plus tard. Donc il a un parcours tout à fait banal, mais sa carrière elle va vraiment se faire dans le monde professionnel, puisqu'à cette époque, Albert Parenti se considère urbaniste. Et urbaniste, c'est assez novateur à cette époque, puisque c'est un terme qui n'est pas défini, enfin en tout cas qui n'est reconnu par aucun diplôme, aucune formation. C'est une pratique qu'on fait depuis très longtemps. L'urbanisme, il date de l'Antiquité, avec les villes coloniales en Égypte, par exemple, ou en Grèce. On a des exemples, par exemple, avec les travaux de Haussmann et Cerda à Barcelone, où Cerda, par exemple, c'est un ingénieur. Il y a aussi cette distinction un peu maladroite entre ingénieur, architecte, urbaniste, qui tout est un peu mélangé à cette époque-là. Puis en France, on va diviser petit à petit ingénieur, architecte, puis architecte urbaniste aujourd'hui. Donc Albert Parenti, il va vraiment se placer à ce moment-là au démarrage du mouvement qui est par exemple l'hygiénisme, qui démarre avec la révolution industrielle, où on repense les villes de façon plus saine, on agrandit les voies, on essaie d'établir un carnet des lois qui sont importantes pour construire des villes. Et Albert Parenti, en France, il va commencer à réunir un petit collectif d'architectes, d'économistes qui se définissent comme urbanistes, et ils vont commencer à discuter et à essayer de voir s'ils peuvent pas finalement officialiser cette formation. Et en 1919, ça va se concrétiser puisqu'il est membre fondateur de la Société française des architectes urbanistes, qui va avoir une très grande importance dans le paysage de l'urbanisme en France. Et pour vous montrer à quel point c'est une discipline qui est nouvelle, il y a un congrès en 1923 qui est organisé à Strasbourg, donc c'est le congrès qui est ici dont est tirée la parution. Et en 1923 à Strasbourg, donc ils se réunissent tous ceux qui se définissent comme urbanistes, en apportant tout simplement toute leur production qu'ils ont effectuée en tant qu'architectes, donc les plans, les bâtiments, les places, n'importe quoi. C'est vraiment affiché au mur, n'importe comment, et le but c'est de discuter tout simplement entre eux et de voir si on ne peut pas en tirer des constantes qui font que ces plans sont des bons plans d'urbanistes ou non. Il y a une citation que je voudrais vous lire d'Albert Parenti pour vous montrer à quel point ça a été quelqu'un d'important. Donc au congrès de 1923, le responsable du congrès dit ceci sur Albert Parenti: « Nous ne voulons pas terminer cette rapide péroraison sans saluer, au nom de tous les congressistes, le distingué commissaire général M. Albert Parenti. L'urbanisme français lui devait déjà beaucoup. Cette fois encore, il a travaillé sans relâche afin d'organiser et de faire réussir ce congrès. » Donc Albert Parenti, donc, comme je disais, carrière vraiment dans le monde professionnel et pour définir le monde de l'urbanisme. Et notamment, il va s'illustrer à Beauvais lors du plan d'aménagement et d'extension de la ville qui est une obligation des villes à cause de la loi Cornudet de 1919, qui oblige les villes de plus de 10 000 habitants à se munir donc de ce plan d'embellissement et d'extension.
Donc c'est le cas de Beauvais, et Beauvais fait appel à Albert Parenti pour réaliser ce plan qu'il va réaliser en 1921. C'est un plan qui est destiné pour 50 000 habitants, donc il vise sur un triplement de la population de l'époque. Comme vous le voyez, il s'étend sur les communes limitrophes, mais on en reparlera après. C'est un plan qui est fait pour la voiture, puisque c'est le mode de déplacement de l'époque, un élargissement des voies, déplacement de la circulation sur les boulevards autour pour désengorger les routes nationales. On veut éviter le plus possible de passer par la voiture par le centre-ville. Et il y a une mise en scène surtout par la voiture, c'est assez important, notamment vous voyez qu'il y a les prémices de ce qui sera aujourd'hui le pont de Paris, l'entrée par le sud. Il y a vraiment une volonté de créer ces axes de mise en scène sur les bâtiments, les équipements publics, les parcs, etc. Et en particulier par la voiture. Il y a aussi l'envie de mettre des cités-jardins. Cités-jardins, c'est un peu le mouvement architectural, urbanistique de l'époque, notamment sur les deux côtés de la ville, donc au sud et au nord. Voilà, des grands ensembles d'habitations, cités-jardins, une station d'épuration pour le tout à l'égout. Bref, c'est une ville qui est moderne pour son époque et qui envisage un plan d'une grande ampleur. Sauf qu'il va y avoir plusieurs problèmes à la réalisation de ce plan en 1921. La première, c'est que les communes autour font moins de 10 000 habitants. Donc elles ne sont pas obligées légalement de se munir de ce plan d'embellissement et d'extension, ni d'en rejoindre un, donc celui de Beauvais, ce qu'elles vont évidemment refuser, puisqu'elles ne veulent garder leur indépendance. Ce qui ne sera pas le cas aussi en 1943, puisque c'est le Conseil d'État en fait, qui va forcer les communes à se joindre à Beauvais pour réaliser le plan de reconstruction. Et la deuxième option qui pourrait se faire pour reconstruire ce plan, c'est d'organiser un syndicat de communes ou de relier les communes limitrophes. Les deux cas, ça va échouer, le syndicat va être créé, mais malheureusement, ça ne va rien donner, et le plan va vraiment tomber dans l'oubli jusqu'à la reconstruction, où là, quand il sera remis dans les mains d'Albert Parenti et Georges Noël, qui est le deuxième architecte que je vais présenter par la suite, ce plan va vraiment devenir une base du plan d'ensemble de la reconstruction de la ville de Beauvais. Et donc, le deuxième architecte, qui est appelé par la mairie dès août 1940, c'est Georges Noël. Georges Noël, c'est un architecte qui est né à Fécamp. Il va faire la plupart de ses études à Paris, à l'école des Beaux-Arts, et il est diplômé en 1934. Lui, contrairement à Albert Parenti, va gagner énormément de médailles de Grand Prix d'architecture. C'est vraiment un peu l'élève idéal architecte à cette époque aux Beaux-Arts. Mais il y a un seul prix qui l'intéresse, Albert Parenti, c'est le Grand Prix de Rome. Le Grand Prix de Rome, c'est le Grand Prix par excellence de l'école des Beaux-Arts. Il est décerné, il y a un gagnant par an par catégorie d'artistes, donc sculpteur, peintre, architecte. Et ce Grand Prix, il est extrêmement important parce qu'il vous permet premièrement d'aller étudier l'architecture antique à Rome, donc de pouvoir dessiner directement l'architecture qui est idéalisée par l'école des Beaux-Arts et de pouvoir en tirer les connaissances qu'on peut y ramener, même on voit par le modernisme, des choses comme ça. Et deuxièmement, il vous procure le titre d'architecte des bâtiments civils et des palais nationaux, qui est l'équivalent du titre d'architecte en chef des monuments historiques aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y en a une vingtaine en France aujourd'hui, ce qui vous permet de travailler sur des bâtiments d'exception en fait, qui sont protégés, classés, etc. Donc c'est un titre extrêmement important. Et pour vous montrer à quel point Georges Noël veut ce Grand Prix d'architecture, il va faire le Grand Prix de Rome en 1935, donc un an après à la fin de ses études. Il va finir 6e, il va le faire en 1936, 2e, et finalement en 1937, il va réussir et être premier Grand Prix de Rome sur le thème du Parthénon français. Il part dès janvier 1938 pour l'Académie de France à la Villa Médicis à Rome, où il sera hébergé pendant un an. Et il est rapatrié d'urgence en septembre 1939, avant le début de la guerre, ou en tout cas pendant cette période-là, où il ne pourra pas terminer son séjour. Ce qui fait de lui en fait, le plus jeune architecte à avoir ce titre-là au moment de la reconstruction, puisqu'il est le seul gagnant de l'édition. Pour vous montrer aussi le contraste entre l'autre architecte que je présentais avant, qui lui est quasiment est retraité au moment où on l'appelle sur le projet. Il a aussi un lien fort à Beauvais, c'est ce qui va faire qu'il va être appelé pour cette reconstruction. Donc ses parents s'installent à Beauvais très rapidement, et lorsqu'il est en études sur Paris, il passe de nombreux séjours sur Beauvais, et il revendique aussi ce lien à Beauvais dans des lettres où il se sent très honoré de pouvoir refaire le plan de reconstruction d'une ville qu'il aime tant, et c'est un critère qui va vraiment peser dans la balance au moment de sa nomination. Et il va réaliser aussi beaucoup de bâtiments à Beauvais que vous connaissez peut-être, donc l'Institution du Saint-Esprit, le Palais de Justice, la mairie de Beauvais, entre autres. J'ai la liste, j'ai plus tout en tête, mais voilà, parmi les plus connus, on va dire que c'est ceux-là. Donc pour terminer sur ces deux architectes, on a d'un côté Albert Parenti qui est urbaniste. Il est retraité au moment où on le rappelle sur le projet de reconstruction en 1940, mais il vient parce qu'il connaît très bien la ville vu qu'il a travaillé dessus sur le plan d'embellissement et d'extension, donc il vient apporter son aide à Georges Noël.
Et de l'autre côté, on a Georges Noël, un architecte très jeune qui sort juste de son Grand Prix de Rome, qui rentre dans la vie professionnelle et qui, les deux, vont travailler autour de ce plan de reconstruction, dont le résultat est le plan d'aménagement et de reconstruction qui est déclaré d'utilité publique en mai 1942. Comme je vous l'ai dit, le plan d'Albert Parenti va servir de base, même si ici c'est le plan centré sur le plan du centre-ville, puisqu'il n'y a pas de plan aussi détaillé pour les communes limitrophes, vu que les communes ne sont pas rattachées à ce moment-là. On s'est concentré principalement sur le centre-ville. Mais le plan d'Albert Parenti va quand même servir de base, au moins pour le centre-ville. On affine les tracés, donc vous voyez que les parties en jaune, c'est les parties qui vont être détruites, enfin en tout cas pas détruites, mais recalibrées par rapport à l'ancien plan pour faire des tracés beaucoup plus droits et des rues plus prononcées, plus larges aussi pour pouvoir laisser passer la voiture. Il y a aussi une recherche sur l'image collective de l'ancienne ville. En fait, en gardant ces tracés, les architectes auraient pu faire prendre un parti beaucoup plus fort en termes de remaniement de la ville, mais on remarque que quand même les tracés antiques, notamment, sont toujours conservés. Il y a un grand respect de ça et en fait il y a un respect de la masse bâtie et de l'aspect que doit avoir la ville dans la masse pour aussi le souvenir collectif qu'en ont les gens qui ont vécu cette démolition et qui vont vivre aussi l'après-reconstruction. Le plus important, c'est la contraction du bâti et des parcelles. Vous voyez en fait les tracés noirs, c'est le fond parcellaire de l'époque, donc voilà, très aléatoire, un tracé moyenâgeux en fait. Typiquement, ou peut-être même plus tardif, mais donc il va y avoir ce qui s'appelle le remembrement, c'est-à-dire qu'on va regrouper toutes ces parcelles en une seule pour créer des îlots en fait urbains et pouvoir créer des grands ensembles, en tout cas des immeubles dessus et moins se compliquer. C'est pas le cas par contre de toute la rue Beauregard de la place de l'Hôtel de Ville en haut, qui va garder ces bandes de cadastre. Donc on peut noter deux choses sur les images. Donc la première, vous voyez bien l'hôtel de ville, donc le nouveau projet d'hôtel de ville en rouge. Et aussi ce qui est intéressant, c'est la place du marché couvert. Vous voyez qu'avant les destructions, il y avait en fait du bâti partout. On a pris le parti de laisser cette place en fait creuse pour venir créer une seconde place et y placer les activités de marché qui à la base étaient reliées à une halle couverte qui était placée au nord de la place. Et sur la deuxième image, vous voyez les abords de l'église Saint-Étienne, donc qui sont dégagés avec des îlots qui créent des vues sur l'église. Mais le plus important, c'est aussi cette troisième place, puisque la composition du centre-ville de Beauvais a été envisagée en 3 places. La place tout en haut, donc voilà, la place du théâtre, et donc avec un alignement de la vue depuis la place de l'hôtel de ville. Et donc en fait, quand on est placé devant la mairie, quand on se tourne, on a vue soit sur le théâtre, soit sur la place du marché. Et donc c'est une composition en 3 places. Qui du coup n'a pas été respecté, en tout cas entièrement lors de la reconstruction. Voilà d'autres images du coup de ce plan. Sur la première, on voit les abords de la cathédrale. Les abords de la cathédrale, surtout ce qui a été envisagé, c'était de dégager son chevet qui était avant, on va dire, encombré par certains bâtis trop hauts pour permettre la vue depuis une position lointaine de la rue Saint-Pierre. Donc on envisage des jardins et des constructions basses de 1 étage maximum, en tout cas R+1 maximum, pour dégager son chevet. Et on voit aussi un affinement de la rue Saint-Pierre pour permettre une meilleure circulation. Et enfin, sur la deuxième image, il y a plus de choses à dire. Donc d'abord, il y a le pont-route, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom du pont de Paris. Pont de Paris, pourquoi ? Parce qu'il est destiné majoritairement aux touristes parisiens. En fait, c'est un pont qui sert de mise en scène depuis la voiture sur la ville de Beauvais, donc mise en scène sur la cathédrale et son chevet au loin, mise en scène sur Saint-Étienne. C'est un pont qui a fait l'objet d'énormément d'études puisque c'est un ouvrage d'art de la reconstruction. Donc il me semble qu'on a utilisé du béton précontraint, il me semble, des techniques assez novatrices pour l'époque sur ce pont. Donc en tout cas c'est un ouvrage technique assez important de la ville et donc voilà l'envie des architectes de cette courbure qui permet d'aller chercher avec le regard les bâtiments de Beauvais. Et pour faire le lien avec aujourd'hui, le nouveau théâtre peut s'inscrire aussi dans cette volonté d'avoir la carte postale des bâtiments publics de Beauvais quand on arrive depuis ce pont. Et vous voyez sur le côté aussi, au milieu des jardins, c'est la Manufacture nationale de la tapisserie qui devait être localisée ici à la base sur le plan. C'est un projet qui a fait énormément débat et qui a mis beaucoup de temps finalement à se réaliser. Donc à la base, elle était conçue comme un musée de la céramique, de la tapisserie et du vitrail, 3 arts qui ont fait la renommée de la ville par le passé au même endroit et qui devaient aussi inclure des ateliers de travail en fait, et d'artisanat et aussi de recherche pour pouvoir faire le lien entre les arts du passé et les nouvelles techniques de fabrication d'aujourd'hui. Et finalement, on sait, le projet ne sortira qu'en 1976 au chevet de la cathédrale. Pour
pour finir ma présentation, je vous ai trouvé des images satellites du coup qui datent donc de 1951, où on peut voir les chantiers. Donc les chantiers qui ont mis en fait pas mal de temps à démarrer, puisque comme vous voyez, 1951, il y a très peu de choses qui sont sorties de terre encore. On voit encore sur le centre de la première image, sur la place de la mairie, on voit les baraquements qui sont encore présents. Voilà, avec le début quand même des premiers îlots autour de la place de la mairie. Et puis sur la seconde image, vous voyez, comme je vous ai dit, le pont-route qui est du coup en construction et qui a fait l'objet de beaucoup d'études. Et enfin la dernière image, donc plus tardive, 1956, la première tout d'abord, où là on a une vue lointaine sur les îlots reconstruits, où quasiment, enfin toute la partie centre-ville est quasiment terminée. Et la photo d'à côté, 1954, où vous voyez la fin des travaux des ensembles autour de la cathédrale Saint-Pierre. Donc voilà, donc c'est une reconstruction qui a beaucoup daté et dans le temps, qui a mis plus de temps que prévu. Notamment, il y a eu certaines plaintes de la part de la population à la Libération par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a eu un respect quand même de l'œuvre de ces deux architectes, même s'il y a des réalités économiques qui sont imposées à la reconstruction, et puis l'arrivée de la thématique des grands ensembles en fait, qui ont déplacé les projets tout simplement dans les quartiers autour de Beauvais Centre et qui ont permis déjà de loger plus de monde en moins de temps. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu certaines parties de ce plan que je vous ai présenté qui n'ont pas été réalisées malgré voilà, toute la pensée de ces architectes pour faire un plan cohérent. Et du coup je vais passer la parole à Marie. Oui, c'est vrai, pour finir sur ce que disait Gabin, il y a des éléments que tu as présentés, comme les halles, comme le musée de la tapisserie, puisque c'était la manufacture au départ, ça a évolué, le théâtre, qui n'ont pas été réalisés dans le plan de reconstruction. Après, d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est la pérennité de ces plans de reconstruction. On pourrait considérer aujourd'hui que la construction du nouveau théâtre, c'est presque l'achèvement de ce plan, puisqu'on reste dans la même dynamique de plan d'aménagement. Donc effectivement, moi, pour cette troisième partie, là, on a parlé beaucoup de la planification, habituellement, que ce soit sur les brochures, sur les présentations qu'on fait sur la reconstruction. On parle beaucoup de l'organisation, c'est-à-dire avec le MRU, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, les architectes en chef, les architectes ensuite qui ont été délégués. C'était très, très normé. Aujourd'hui, on ne va pas vous faire ce type de présentation. Par exemple, là, au niveau de la présentation sur l'architecture que je vais vous faire, ça ne va pas être une présentation par type d'architecture, ni une chronologie, parce que c'est vrai que dans le temps, on pourrait voir une évolution de l'architecture à partir des premiers exemples de la fin des années 40 et ce qui a été fait dans les années 60. Aujourd'hui, ce travail-là, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas eu assez d'études sur l'architecture de la reconstruction de Beauvais. Le travail de Gabin, c'est soit le premier, soit l'un des premiers travaux étudiants qui ont été faits sur ce domaine, puisqu'effectivement, ça commence à peine, enfin depuis, Françoise dit qu'à peu près vers les années 2000 sur le travail que tu as mené, c'est vraiment depuis le début du 21e siècle qu'on commence à s'intéresser à ce sujet, et donc tout est encore à construire à Beauvais. Donc dans cette présentation que je vais vous faire sur l'architecture de Beauvais, ce sera plus une manière d'éduquer le regard et de vous sensibiliser, le public, les habitants, sur comment regarder cette architecture qui reste mal aimée, comme je le disais en introduction. Par contre, si vous voulez approfondir avec les typologies, on vous proposera une visite samedi prochain. Samedi dans 2 jours plutôt, justement, qui évoque un peu plus la question de la maison individuelle, de l'immeuble collectif. Mais ce n'était pas l'objectif de la présentation aujourd'hui. Donc vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer un peu les grandes lignes de ce qu'est la reconstruction beauvaisienne. Et l'une des premières grandes lignes, parce que c'est vrai que pour les gens qui ont vécu cette période de reconstruction, ça a été abrupt. Et souvent, il y a eu cette image que c'était une table rase du passé et qu'il n'y avait plus aucun rapport avec... c'était une architecture moderne, voire moderniste, en rupture. Or, non. L'architecture de la reconstruction, comme des villes comme Beauvais, comme beaucoup de villes, que ce soit en Hauts-de-France ou en Normandie, ne sont pas des architectures modernistes, mais certes une architecture moderne. Moderniste, je vous ai mis l'exemple, donc là sur la gauche, je vous ai mis et la droite des immeubles de Beauvais qui sont assez remarquables. Celui-là, donc sur la rue Saint-Laurent, un immeuble collectif. Un autre immeuble collectif sur lequel on reviendra assez souvent vers le secteur de la gare routière, rue de la Tapisserie, que l'on doit à Jacques-Henri Labourdette. Et au centre, je vous ai mis un exemple de Le Corbusier à Marseille, donc l'unité d'habitation qui est bien connue. Ça,
avec Le Corbusier, effectivement, nous étions dans des architectures modernistes en rupture, alors que dans des cas comme Beauvais, là je vous ai mis aussi une autre vue, non pas là, des formes architecturales, mais des plans. Donc à droite, vous avez un zoom sur le centre-ville de Beauvais, hein, vous reconnaissez la cathédrale, l'église Saint-Étienne, et à droite, je vous ai mis le cœur de ville de Caudebec-en-Caux, où là, on est beaucoup plus dans une version moderniste de la reconstruction. Vous voyez notamment, alors si je retrouve ma souris, le petit serpent rouge, qui sont des bâtiments. Alors le vert, c'est un liseré pour montrer un secteur, mais tous les petits serpents rouges, là, qui sont des bâtiments où on est vraiment en rupture avec le plan d'une ville classique, ou le plan de la ville qu'elle avait avant-guerre, alors qu'à la différence, Beauvais, vous voyez très bien, et Gabin l'a bien expliqué, on est resté sur le principe des îlots anciens. On a certes élargi les rues, mais il n'y a pas du tout de table rase avec l'avant-guerre. On est presque encore sur des voies romaines. Je pense à la rue du 27 juin au nord, la rue Saint-Laurent. Nous sommes encore sur des tracés de voies romaines, donc qui ont 2000 ans. Il n'y a aucune rupture avec telle qu'elle était la ville auparavant. La seule que l'on peut voir un petit peu, et on en reviendra, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'ensemble autour de l'église Saint-Étienne, que l'on doit aussi donc à Jacques-Henri Labourdette, comme les immeubles rue la Tapisserie, où là, vous voyez vraiment qu'on a un dessin qui est en rupture avec le principe de tracer des villes anciennes. Mais je dirais que par rapport à Caudebec-en-Caux, c'est quand même quelque chose de très limité. On le voit aussi sur ces deux vues aériennes, hein, toujours les mêmes villes, Beauvais à gauche, Caudebec-en-Caux à droite. Vous voyez donc ce serpent qu'on voyait, donc ces immeubles qui ont vraiment un tracé qui est en rupture, alors qu'à Beauvais, on voit vraiment de loin, ça pourrait être une ville ancienne, il n'y a pas de souci, on n'est pas du tout dans la rupture, mis à part, comme je le disais, autour de l'église Saint-Étienne, à cet endroit-là. Donc, l'architecture de la reconstruction de Beauvais, en fait, c'est une architecture qui est en continuité avec le passé. Et cette continuité, dans ses formes, elle se voit dans ses références, à la référence à l'architecture classique, donc l'architecture du XVIIIe siècle notamment, et aussi donc à l'architecture qu'on appelle régionaliste. Donc je vais développer dans les diapositives suivantes. Donc là, sur la gauche, donc c'est vrai qu'on en parlera beaucoup puisque c'est des immeubles parmi les plus exceptionnels de Beauvais, ceux qui ont été faits par Jacques-Henri Labourdette. Donc sur la gauche, tout cet ensemble autour de l'église Saint-Étienne, où vous retrouvez justement cette forme, la colonnade de l'architecture classique, l'horizontalité, avec, on va dire, ce qui est moderne là, pour le coup, c'est le travail de la coupe à laquelle il a ajouté. Donc une architecture régionaliste vraiment typique à Beauvais, que les gens ont tous en tête, c'est tous les immeubles qui sont autour de la place des Halles. C'est ce qu'on appelait à l'époque des ICE, des immeubles collectifs d'État. Ce sont aussi des ISAI, dont des immeubles sans affectation immédiate. Les premiers chantiers qui ont été lancés vers 1946-1948, c'était initié notamment avec des fonds d'État, parce que la reconstruction, bien que le plan avait été validé depuis la guerre, mettait du temps à se mettre en place, et l'État donc a apporté des fonds pour lancer les premiers chantiers. Donc dans ces deux cas, je vous ai mis le nom des architectes, mais vous verrez que je ne l'ai pas mis pour chaque photographie, parce qu'on ne les a pas. Là encore, il y aurait tout un travail universitaire à mener vraiment. Là, je vous mets le nom de l'architecte en chef, mais en fait, c'était toute une équipe qui était derrière. Par exemple, sur les immeubles autour de la place des Halles, on les connaît puisque ils sont faciles d'accès puisque les dessins sont en ligne sur les archives départementales. Mais il y aurait vraiment tout un travail de dépouillement des archives départementales et des archives municipales de la ville de Beauvais pour travailler justement sur les architectes qui ont œuvré sur la reconstruction de Beauvais. Pour approfondir cette référence au classicisme, je vous ai mis quelques exemples. Le plus remarquable, on va dire, c'est la place Jeanne Hachette, où on retrouve en fait cette référence au classicisme est obligatoire, notamment pour s'harmoniser avec l'hôtel de ville qui a survécu, enfin la façade, on a survécu à la guerre, parce que tout l'arrière de la façade a été détruit. Il a brûlé, c'était un bâtiment en pan de bois. Et donc cette façade du 18e, de 1753, très dans le style versaillais, on est vraiment dans ces critères-là. On retrouve dans toutes les architectures autour de la place l'horizontalité de cette façade, l'emploi de la pierre calcaire, le travail des fenêtres aussi. On a vraiment ces grandes fenêtres bien ouvertes comme on l'a commencé à le faire au XVIIIe siècle. Un bâtiment, alors là, qui clairement, c'est limite du pastiche, on va dire du XVIIIe, celui qui est en dessous, là, sur rue Quentin-Varin, vers la place Foch, où on retrouve vraiment le côté pavillon central avec le fronton triangulaire. Les fenêtres, on a vraiment l'impression que c'est une version moderne de fenêtres du XVIIIe siècle. Ou encore, si vous croisez, c'est beaucoup d'ailleurs, ces références classiques sont énormément autour des monuments historiques.
Donc je pense qu'il y a une volonté aussi pour pas faire de rupture, pour s'harmoniser avec le côté tradition, la tradition autour des monuments historiques. Donc là, par exemple, cette maison rue du Docteur Gérard, on retrouve encore ces petits frontons, l'ordonnancement bien classique de la façade et la pierre de l'Oise. Donc le régionalisme, là, c'est un courant qui naît au début du 19e, début 20e siècle. C'est une architecture, on va dire, moderne, au sens de rupture avec le passé, mais qui veut s'inscrire dans un territoire. Donc c'est l'image, on va dire, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, l'image que l'on avait de ce qu'on appelle l'architecture traditionnelle ou vernaculaire. Et à Beauvais, ça se traduit donc par essayer de faire un peu un pastiche de l'architecture en pan de bois. C'est pour ça que je vous ai mis cette photographie qui n'est pas de la reconstruction, mais qui est l'hôtel des Postes, qui est bien identifié à Beauvais, qui est de l'entre-deux-guerres. C'est vraiment l'architecture régionaliste par excellence, qui imite avec les matériaux du XXe siècle le pan de bois. On retrouve aussi la brique, qui est très identifiée pour le secteur du Beauvaisis. Et vous voyez que tous les immeubles que je vous ai mis autour, qui sont de la reconstruction, on retrouve toujours ce pignon pointu, que l'on retrouve très souvent. C'était la manière de se remettre dans la continuité avec le passé, et aussi beaucoup le travail des matériaux. La photo rue de Buzenval, c'était la maison de l'ancien maire d'Aigroux, avec le travail de bossage. Ici, on est même ça pourrait être presque le nord de la France, on pourrait être en Flandre en fait. On a un travail au niveau de la brique, alors dans le nord on appelle ça de la brique de sable, ici je sais pas trop. Mais avec ce travail aussi de fronton un petit peu... on est vraiment là dans la volonté de faire une architecture dans la lignée de ce qu'était auparavant. Le régionalisme, il passe aussi donc par les matériaux. Alors ça, c'est assez marrant parce que dans les articles qui sont sortis après-guerre ou pendant la guerre sur la reconstruction, ils veulent s'inscrire dans les matériaux locaux et traditionnels. Et dans ces matériaux qui disent locaux et traditionnels, c'est la pierre de pays. Donc en fait, c'est la pierre de l'Oise, de Saint-Maximin, la brique, la tuile, forcément la céramique vernissée, puisque Beauvais est une terre de céramique. Et je dis c'est assez marrant d'évoquer ces matériaux-là comme traditionnels. Alors j'ai pas mal étudié dans le cadre d'un article que j'ai fait l'année dernière pour la revue archéologique de Picardie sur qu'est-ce que c'est que la tradition. Et à la fin du 19e siècle, la brique était considérée comme un matériau moderne, puisqu'elle est née vraiment de manière intensive dans l'emploi du paysage beauvaisien par l'industrialisation, par les briqueteries industrielles. Elle était beaucoup moins utilisée, on va dire, avant les années 1860. À l'époque, le matériau local du pays, c'était le pan de bois et le tarchi. Et là, on voit comment aussi évolue l'image de cette référence au passé, puisque là, dans les années 50, on considère que la brique est un matériau local, comme si ça avait été utilisé depuis des temps immémoriaux par tout le monde, par toutes les maisons, alors que non, c'était 50 ans avant encore considéré comme un matériau moderne. Donc la céramique, dans les loggias par exemple, sur des façades, cette référence, la Beauvais est une terre de céramique, il y avait les céramiques architecturales Grébert, donc il y a cette référence au passé, mais comme une modernité, puisqu'on est beaucoup dans des aplats, on est très peu dans du relief et dans du motif. Là, on a cette trait de modernité par des choix de couleurs qui rythment les façades. Le petit clin d'œil avec les tuiles aussi vernissées vertes, qui sont vraiment quasiment uniquement utilisées dans le secteur Saint-Étienne et Gare-Routière, notamment beaucoup les immeubles de Jacques-Henri Labourdette, et qui sont remarquables. Donc il y a cette référence au passé. L'architecture de la reconstruction n'est pas un pastiche, il y a son propre langage architectural qui fait qu'au coup d'œil, c'est ça où l'important de l'apprentissage du regard, on peut voir que c'est de l'architecture des années 40, 50. Il y a des matériaux signatures, il n'y a pas que la brique, la pierre de l'Oise. La reconstruction a commencé à utiliser le béton. Même ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, l'architecture de la reconstruction, c'est du béton. Non, à Beauvais, on est dans une reconstruction qui est beaucoup en pierre, en brique, mais le béton est utilisé, pas forcément qu'en structurel, on en a. Par exemple, cet immeuble de la direction départementale des territoires, qui est assez proche du style de Perret, finalement, avec l'emploi du béton très structurel. Mais il va aussi être utilisé pour des matériaux qu'on ne cache pas et qu'on va mettre en valeur parce qu'il y a plein de manières de traiter le béton de surface. Il y a le béton lavé, il y a des bétons un peu plus lisses comme ici.
Il va être énormément aussi utilisé pour les encadrements de fenêtres, les encadrements de portes. C'est un point qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais il y a aussi la préfabrication qui va beaucoup se développer avec la reconstruction. Et d'ailleurs, c'est que je ne le disais pas tout à l'heure, mais il y aurait aussi une étude à faire sur l'origine des matériaux, puisqu'on ne connaît pas forcément sur Beauvais quelles sont les entreprises, mais ce serait aussi très intéressant de travailler davantage, de mieux connaître les entreprises qui se sont investies dans ces chantiers. Donc, autre matériau signature, le pavé de verre, très identitaire des années 40-50. Et vous voyez sur cette diapositive, avec toutes les photos, qu'il y a plein de manières de traiter le pavé de verre. Ils sont tous des tailles différentes. Ils peuvent être traités au niveau de la surface. Là, on voit des ronds, des traitements un peu plus gaufrés. Donc là, des pavés beaucoup plus horizontaux. Donc voilà, c'est vraiment un matériau qu'on retrouve énormément dans ces architectures-là. Et quand on voit une architecture travaillée avec les pavés de verre, souvent, on peut se dire que c'est cette époque des années 40-50. Dans le langage architectural propre aussi à la reconstruction, qui est très intéressant quand on commence à le regarder, c'est le traitement des façades, la composition des façades. Je dirais qu'aujourd'hui, dans nos constructions, on est d'une grande pauvreté par rapport à cette époque. Là, je vous ai mis différents éléments, côté un peu architecture fonctionnaliste, où depuis l'extérieur, on arrive à lire l'intérieur du bâtiment. Avec ici, vous voyez, à chaque fois, on arrive très bien à percevoir où est la cage d'escalier, qui est souvent là ici avec les pavés de verre. Grande modernité à l'époque, mais c'est les séchoirs avec ces petits trous, puisque c'est souvent aujourd'hui utilisé dans les celliers. C'est une grande modernité par rapport pour l'hygiénisme. Là, on voit le traitement de comment on travaille la façade avec l'entrée un peu plus en retrait. On joue sur les vides, sur un petit peu le travail d'ombre et de lumière avec les loggias aussi. Et ces architectures que j'aime beaucoup, rue Molière, qui malheureusement, il y a toujours des voitures, c'est pas facile de les prendre en photo, mais on voit vraiment le traitement par vous voyez le trait graphique où on encadre les fenêtres, mais c'est pas du simple encadrement de fenêtres. Il y a un dessin sur la façade, comme ici avec l'entrée, tout ce bandeau qui souligne et qui entoure aussi bien la porte et la fenêtre. Un travail aussi dans ces architectures de la reconstruction sur les entrées. Les entrées sont très très soignées. Donc encore ici, cet immeuble de Jacques-Henri Labourdette dans rue de la Tapisserie, c'est sûrement une des plus belles entrées de Beauvais, notamment par le travail qui est fait sur la céramique avec tous les décors donc de croix, de points colorés. C'est vrai que ça dénote par rapport aux céramiques que je vous montrais où c'était plutôt dans les aplats de couleurs. Et vous voyez souvent beaucoup de travail sur les auvents, comme ici, rue du 51e régiment d'infanterie. Bon, celle-ci, c'est un peu écrasé rue de Gesvres, mais il y a un travail vraiment aussi de composition avec cet auvent, un travail un peu oblique. Là, alors c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup à Beauvais, sur rue Saint-Laurent, c'est pour faire entrer la lumière. Donc vous avez un auvent continu, et puis pour là où il y a des fenêtres, pour faire entrer la lumière, hop, les lumières, il y a des trous dans les auvents pour justement jouer sur donc une grande diversité et une grande qualité des compositions d'entrée. Donc là aussi, je vous ai montré tout d'abord les grands immeubles. Là, c'est des entrées parfois de tout un chacun, où il y a vraiment tout un travail du portail avec la diversité des matériaux. Là, on retrouve le béton et celui-là, il brille presque selon la journée. Donc, il y a vraiment un travail de surface. Voilà, le travail beaucoup du pavé de verre pour les entrées. Et aussi, même les devantures commerciales ont été travaillées à la reconstruction avec des petits, alors je ne sais plus, un petit ressaut, qui sont des éléments d'ailleurs à préserver aujourd'hui quand les commerces se refont leurs devantures. Et donc là, il y a d'ailleurs un travail qui a été fait par le CAUE de l'Oise pour guider les commerçants sur comment travailler leurs entrées. J'ai pris cette photographie justement du petit livret du CAUE. Ces éléments d'architecture remarquables, c'est aussi les menuiseries, les garde-corps. Donc j'entends par exemple les portes ici. Vous avez un travail remarquable de dessin des portes d'entrée. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et j'ai été vérifier pour faire ce diaporama, elle existe encore, elle n'a pas disparu. Aussi bien avec le menuiserie métallique. Donc il y a vraiment la reconstruction a beaucoup travaillé sur les menuiseries métalliques, aussi bien les portes que les fenêtres. Je ne vous ai pas mis de fenêtres parce que ça ne rendait pas bien en photo. Et aussi le travail des portes en bois, des balustrades, les garde-corps. Vous voyez, ça c'est vraiment typique, ces formes-là des années 50 et très diversifiées. Donc là, il y a un travail très moderne finalement, ce qu'on dit moderne aujourd'hui. Et là, je l'ai découvert, celui-ci, vers la rue de Gesvres pour faire le diaporama. Donc là, on est en rez-de-chaussée, donc forcément, il y a une barrière, mais il y a tout un travail très graphique de ce barriérage. Mais comme je mettais, ces éléments d'architecture sont fragiles parce que c'est pas protégé comme des murs et que forcément, notamment, les gens, pour des raisons énergétiques, esthétiques, plein de raisons, veulent les changer. Souvent, ça disparaît.
alors qu'au niveau du dessin, c'est vraiment remarquable. Et dans ces éléments fragiles, je vous ai mis quelques exemples. Justement, là, ces deux entrées qui sont l'une à côté de l'autre, rue Jeanne d'Arc. Là, vous avez l'entrée originelle avec encore sa porte en menuiserie métallique de la reconstruction. Vous voyez, c'est très très fin, très, très léger. Et là, ça a été changé dans le pendant par une menuiserie en PVC qui est beaucoup plus épaisse. Et voilà, donc là, par exemple, les balustrades, on avait sûrement un verre un petit peu cathédral, très, très courbe des années 50. Ça a été mis par du verre fumé à ces endroits-là aussi, très années 80. Là, vous voyez une autre composition d'entrée qui a été dénaturée aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est pas vraiment réglementé aujourd'hui pour protéger le patrimoine de la reconstruction. L'un des défis aujourd'hui, c'est comment sauver ces bâtiments de la reconstruction de l'isolation par extérieur, où on perd, en fait, alors que c'était des bâtiments, je voyais montrer avec des travails de ressaut sur aussi bien les encadrements de fenêtres, sur les matériaux embossage, l'isolation par l'extérieur lisse tout et fait perdre des éléments précieux des qualités esthétiques de cette architecture. Je vous ai mis aussi des photos d'un bref aperçu des intérieurs, mais un inventaire reste à mener parce qu'en fait, ceux-là, je les ai eus parce que c'est dans les bâtiments de Jacques-Henri Labourdette et que j'ai eu l'occasion d'y rentrer. Alors ça date, ces photos-là, elles datent de 2015. Elles sont remarquables, aussi bien, vous voyez, une cheminée qui date encore du bâtiment, les cages d'escalier ou les entrées. Ça donnerait aussi envie d'aller voir un peu plus les bâtiments à l'intérieur pour voir comment elles ont été composées. Même s'il est vrai que les immeubles de Jacques-Henri Labourdette sont vraiment des immeubles d'exception sur l'architecture reconstruction de Beauvais. Et voilà, pour conclure, je vous ai mis quelques autres architectures remarquables de la seconde reconstruction. Je n'ai pas voulu remettre la Bourdelle parce que je vous l'ai déjà mis beaucoup. Notamment cet immeuble qui est aux angles des rues Gambetta et Jeanne d'Arc, qui a une composition vraiment remarquable et qui fait face justement à la poste très régionaliste qu'on évoquait. Celui-là, je vous l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, donc l'immeuble de la direction départementale des territoires, qui n'est pas forcément beaucoup mis en valeur quand on parle de la reconstruction, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est comme les lignes à la Perret. On voit vraiment avec ce travail de colonnes, de corniches, on pourrait faire des comparaisons notamment, je pense, avec l'hôtel de ville du Havre, on est sur les mêmes types de compositions, ou encore, alors là, la photographie n'est pas géniale, mais l'immeuble rue Ricard, où on retrouve ces compositions de façade avec les séchoirs, les cages d'escalier, cette lecture et le traitement aussi de façade. Et d'ailleurs, il y a aussi un très beau passage d'immeuble. Ça, j'en ai pas évoqué, mais dans les caractéristiques de la reconstruction, vous avez aussi énormément de passages sous immeubles qui permettent une certaine porosité des espaces et qui est vraiment caractéristique. Alors, pour aller plus loin, si vous aviez envie, là, je fais un petit peu ma petite publicité des éléments qui ont déjà été faits sur la reconstruction à Beauvais, puisque vous avez notamment un film qui a été fait en 2015. C'était pour ça que j'avais eu l'occasion de rentrer dans les immeubles de la Bourdette, qui retrace cette reconstruction de Beauvais à travers des images et des films anciens. On avait fait une conférence en 2021 avec Patrice Gourbin, qui est un grand connaisseur de l'architecture de la reconstruction de Normandie, qui évoquait ces caractères très traditionnels, aussi des identités urbaines à réinventer, donc la naissance de l'urbanisme, un petit peu avec ces architectures. Une brochure, Laissez-vous compter à reconstruction, qui est à votre disposition à l'entrée. Et au printemps, je vous invite à aller au Quadrilatère. Vous aurez le tout nouveau centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine qui, justement, expliquera et fera la part belle à la reconstruction. Voilà. Je relaisse la parole à Françoise pour vous présenter un peu les outils de protection et de valorisation. Merci beaucoup. Alors, Marie Ansart vient d'évoquer la fragilité de ce type de patrimoine. Alors déjà parce qu'il couvre une ampleur gigantesque à l'échelle d'une ville. Il y a une forme de rejet qui a déjà été évoquée, des transformations multiples, une architecture qui n'a pas été conçue à un moment où on se préoccupait d'isolation thermique, même si très généralement ce sont des immeubles, autant au point de vue phonique, c'est pas forcément génial, mais en termes thermiques sont plutôt bien. La disposition des commerces, voilà, il y a beaucoup de choses qui paraissaient très modernes. Gabin a beaucoup parlé aussi de la place qui avait été faite dans l'urbanisme à la circulation de la voiture, des choses qui étaient paramétrées pour 10, 20 ans en les prévoyant dans les années 40 sont vite devenues obsolètes. Donc de fait, il y a des volontés de modification et puis il y a tout simplement
des modes, des goûts, l'envie de couleur. L'image de la reconstruction, c'est souvent quelque chose de gris et de terne, et je pense que les images projetées par Marie vous montrent bien à quel point c'est tout le contraire. Alors c'est aussi une particularité peut-être du fait de la brique, du jeu des céramiques vernissées, mais voilà, donc c'est extrêmement fragile. La standardisation fait que on a des éléments qui sont répétitifs, et ce que je trouve assez formidable avec la reconstruction, quelle qu'elle soit, où que l'on soit, c'est qu'avec des moyens qui sont quand même réduits, il faut imaginer qu'après, il faut plusieurs années pour déblayer. On reconstruit d'abord les outils de production, donc les usines que je vous ai montré tout à l'heure, la production agricole, etc. Il faut produire des logements avec des dommages de guerre dont le montant est maintenu tout au long de la période de la reconstruction, mais avec un coût de matériaux qui, lui, augmente. Donc, de fait, avec des possibilités de création qui sont de moins en moins grandes, eh bien, les architectes créent des choses extrêmement singulières et arrivent à créer tous ces visages qui viennent de vous être montrés. Donc, c'est ça qu'il faut sauver aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement tel édifice majeur de la seconde reconstruction, l'église, le théâtre, etc. Mais ce sont les lignes urbaines, ce sont des compositions spatiales, ce sont tous les jeux aussi théâtraux, presque, où il y a des jeux de mise en scène. Tu évoquais tout à l'heure l'attention portée aux abords des monuments historiques. Ce sont des choses qui figurent dans les règlements écrits, comme on peut les retrouver aujourd'hui dans des règlements tels que les sites patrimoniaux remarquables, etc. Gabin évoquait aussi la continuité entre les plans Cornudet et puis les plans de reconstruction et d'aménagement. On retrouve aujourd'hui toujours les filiations avec ces éléments-là. Alors, on est dans une région où, comme on disait tout à l'heure, il y a une attention forte qui a été portée à la Première Guerre mondiale, aux destructions, à la première reconstruction. La seconde reconstruction a été moins regardée. Cela dit, je nuance quand même un petit peu les choses, parce que, notamment à Dunkerque, il y avait eu des mouvements très précurseurs dans les années 80 déjà, avec vraiment des attentions à la reconstruction et la recherche, des publications, un travail qui avait été fait. Et dans les années 90, début des années 2000, il y avait eu une étude de l'inventaire dans le Nord et le Pas-de-Calais sur les églises de la deuxième moitié du XXe siècle par Céline Frémaux, et qui a donné lieu dans les années 2000 à une campagne de protection anti des monuments historiques d'édifices qui étaient déjà identifiés comme étant intéressants. Là où on a plus de difficultés, c'est effectivement à faire valoir toute cette partie urbaine, et c'est là où les outils sont divers. Alors, en fait, il y a différentes portes d'entrée qui font que c'est pas forcément la seconde reconstruction ou une époque qui est regardée, mais c'est parfois le lieu pour ceux qui le commémorent. Tout à l'heure, je vous ai montré les phares, etc. Alors là, il n'y a pas question de lieu de mémoire, mais c'est un lieu de reconstruction. Mais c'est un lieu extrêmement fort dans la région de Beauvais. Donc c'est le quai des déportés, classé monument historique, alors que de fait, il n'y a pas vraiment de bâtiment en tant que tel. C'est extrêmement rare d'avoir ces lieux de mémoire. Un des premiers édifices qui a été protégé dans la région anti des monuments historiques, c'est la Tour Perret. Donc, dès 1975, la Tour Perret, quand elle a été terminée en 1954, en fait, elle était très mal aimée. Voilà, il y a eu un rejet des habitants, les loyers étaient extrêmement chers, etc. Mais finalement, maintenant, à Amiens, c'est un peu l'emblème de la seconde reconstruction. Et là aussi, à Amiens, il y a une attention relativement faible à l'urbanisme, qui reste quand même une préoccupation forte. Dans les protections au titre des monuments historiques, donc qui permettent quand même d'avoir une attention aux intérieurs, tels que ceux que tu nous montrais, aux arrières des bâtiments, à avoir vraiment un impact juridique. Il y a eu des protections récentes, mais qui restent extrêmement faibles. Aujourd'hui, je pense que dans les Hauts-de-France, on a un peu moins de 20 édifices qui sont protégés monuments historiques, stricto sensu, au titre de la seconde reconstruction, pas par un autre biais. Voilà. Alors, une des protections récentes, c'est l'église Saint-Honoré à Amiens, qui a été inscrite en 2024.
Donc vous voyez avec ces magnifiques vitraux, très belle mosaïque également. Et ici, un bilan statistique donc, qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, avec la part de la seconde reconstruction dans les monuments historiques en Hauts-de-France. Alors, mon diagramme, je n'ai pas rebalayé toutes les bases de données, il date de fin 2021. Mais vous voyez, c'est au sein du XXe siècle, la seconde reconstruction, finalement, ne représente que 6%, ce qui est quand même relativement faible au regard de l'importance de la reconstruction et des destructions dans la région. Et dans l'Oise, donc là, c'est toujours décembre 2021, eh bien, vous voyez qu'en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'édifice protégé monument historique dans l'Oise pour la seconde reconstruction. Donc il y a 3 départements qui sont concernés, qui sont la Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Voilà, on a des études qui concernent l'Aisne et l'Oise, mais pour l'instant il n'y a pas de protection. Je vous parle de ça parce que peut-être que c'est quelque chose dont on se rend compte, c'est qu'avoir un édifice qui est monument historique, même si c'est vraiment ce sont des caractéristiques très particulières. Ça ne répond pas vraiment à la préoccupation de l'urbanisme, mais c'est un signal vis-à-vis de la population. C'est-à-dire qu'il y a une forme de fierté, en fait. Vous vous rappelez peut-être quand Le Havre avait été labellisé UNESCO, tout d'un coup, on se disait, mais c'est extraordinaire, en fait, cette architecture qui est mal aimée, elle a une reconnaissance mondiale, donc ça a appelé l'attention. Alors, revenons donc au sujet de l'urbanisme, et pour lequel il est assez difficile, en fait, d'avoir des protections monuments historiques. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des espaces qui sont gigantesques, gigantesques au regard de ce que c'est qu'un monument historique, et puis parce qu'il y a plusieurs propriétaires et que c'est extrêmement difficile de protéger des ensembles d'immeubles, même si on l'a fait. Il y a l'ensemble des Isaïes, donc les immeubles sans affectation immédiate, donc qui se trouvent à Amiens et qui ont été protégés au titre des monuments historiques aussi l'année dernière. Mais ça pourrait être le cas, je crois que je ne sais pas si ce sont les immeubles que tu as montrés tout à l'heure, de Jacques-Henri Labourdette, qui sont des logements collectifs qui sont extrêmement intéressants. On a la place Jeanne Hachette, tout ce que tu as expliqué autour de ces jeux de composition qui méritent vraiment une attention. Alors, au-delà des monuments historiques, il y a d'autres outils qui sont le label Architecture contemporaine remarquable, que vous connaissez peut-être aussi sous son ancien nom, qui est le label 20e, qui s'intéresse aux immeubles de moins de 100 ans. Alors, plusieurs inconvénients au label Architecture contemporaine remarquable. C'est un label, donc ce n'est pas un outil de gestion juridique. Ça n'impose rien, ça demande juste à ce qu'il y ait un avis, un regard de l'architecte des bâtiments de France, mais qui n'impose pas d'être suivi. Par contre, ça met en valeur quand même la reconstruction, enfin en tout cas les immeubles concernés, et puis ça peut porter sur des ensembles urbains. Et d'autres problèmes posés par le label ACR, eh bien, comme je vous le disais, c'est moins de 100 ans. Et finalement, la reconstruction, même si elle a tardé à commencer, finalement, on est déjà quasiment à 80. En tout cas, 70-80. Donc, il y a une durée qui, dans le temps, est réduite. Le label ACR en Hauts-de-France a fait l'objet de 2 grandes études thématiques, une dans le Nord-Pas-de-Calais et une en Picardie, puisqu'en fait elles avaient été menées avant la fusion. Elles sont encore aujourd'hui en cours d'instruction, puisque tout ça c'est effectivement du temps. De nombreuses églises avaient été repérées, et notamment à Beauvais sont concernées place Jeanne Hachette, la gare routière construite par Labourdette, les Isaïes que l'on a vues tout à l'heure, le quartier Saint-Étienne, etc. C'est-à-dire vraiment avec une qualité architecturale.
Alors, autre moyen d'avoir une forme de patrimonialisation, eh bien, c'est la prise en compte dans les documents d'urbanisme. Le PLU, PLUI, c'est le fait d'y accorder une attention, de le repérer et d'avoir une politique d'autorisation qui prenne en compte bien toutes ces particularités, à la fois urbaines, architecturales et de détail, qui sont sensibles. Donc c'est vraiment là quelque chose qui est fait pour la ville, par la ville. Donc c'est une démarche qui est extrêmement intéressante. Donc ici, ce sont des documents de Dunkerque qui a eu une politique quand même assez très précoce sur le sujet. Puisque de fait, il y a des nombreuses dénaturations. Alors, j'ai mis juste cet exemple de Creil, mais c'est vrai que c'est extrêmement dommage parce qu'on avait l'année dernière justement une campagne de labellisation des piscines. Et voilà, la piscine de Creil, elle a été dénaturée par une mauvaise compréhension en fait des projets. Alors par contre, il y a des réhabilitations qui sont possibles. Donc ça, c'est une laiterie qui est devenue bibliothèque à Grandvilliers. Voilà. Alors on y retrouve quand même les grands principes des lignes que tu évoquais à l'instant, mais c'est désormais un bâtiment public avec un usage, donc une vie possible à l'intérieur de ce bâtiment. Ça boucle avec l'objectif de la soirée de ce soir. C'est évidemment la valorisation et la sensibilisation, puisque finalement, on peut faire tout ce que l'on veut, on peut produire tous les règlements possibles et imaginables. S'il n'y a pas d'adhésion des habitants, des populations, etc., c'est quand même très difficile ensuite à mettre en œuvre détail. Donc, ça passe beaucoup par l'action de services. Donc par exemple à Beauvais, le service Ville et Pays d'Art et d'Histoire, qui reste quand même un des services les plus investis en France, je pense, sur la seconde reconstruction, parce que voilà, sinon il n'y en a pas tant que ça en fait, qui travaillent spécifiquement. Là, je vous ai mis des extraits concernant Dunkerque, mais Dunkerque n'est pas Ville d'Art et d'Histoire. Et avoir dans une convention Ville et Pays d'Art et d'Histoire et avoir un SIAP qui cible ces aspects-là, c'est assez courageux. Je trouve, parce que généralement, il y a une stratégie un peu d'évitement pour mettre autre chose en avant, et je ne pense pas que l'évitement, c'est un peu comme quand on a des défauts, il vaut mieux assumer ses défauts. Là, c'est pas un défaut, c'est une qualité, mais il faut la voir comme telle. Et d'ailleurs, Frédéric Mitterrand ne s'y était pas trompé. J'étais tombée sur cet extrait d'article dans le Parisien, 16 avril 2012. Frédéric Mitterrand adore la reconstruction de Beauvais. C'était justement au moment de la signature de la convention. Ça montre bien aussi que ce sont des sujets que l'on ne peut pas complètement mettre de côté. Alors avant juste de conclure, je voulais quand même revenir sur deux choses, parce que je vais laisser la conclusion à Marie, puisque Marie et Gabin m'ont dit que ce serait intéressant de dire quelle est la particularité de Beauvais. Alors moi je vois beaucoup de similitudes, c'est ce que tu disais, avec ce qui se passe dans d'autres villes, c'est-à-dire le régionalisme, la citation, la reprise du substrat médiéval, avec le refus en fait de gommer l'histoire, au contraire de recomposer presque un faux parcellaire médiéval idéal qui n'existait plus du tout au moment des bombardements, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, le zonage, etc. Enfin, tous les grands principes, on les retrouve. Standardisation, les rythmes, régionalisme, voilà. Donc on ne va pas forcément revenir dessus. Moi, ce qui me marque à Beauvais, ce sont des singularités tout simplement physiques, en fait. Si on devait fermer les yeux et revoir Beauvais, eh bien moi, ce que je vois, c'est justement cet immeuble. C'est-à-dire, ce sont des jeux entre la brique et des encadrements clairs. C'est des jeux entre les ronds et les carrés. Je trouve que c'est très présent, en fait, ces jeux de géométrie, parce que finalement, les compositions d'angles, on les retrouve un petit peu ailleurs. Mais voilà, ça pour moi, c'est vraiment l'image que j'ai de Beauvais. Et puis, l'usage de la céramique. Parce que là, on
fait écho à quelque chose qui est une production locale, historique, dans la céramique architecturale. Et tu parlais de l'intérêt qu'il y aurait à avoir une recherche sur l'origine des matériaux, etc. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir si des savoir-faire spécifiques ont été redéveloppés au moment de la reconstruction pour pouvoir répondre à une attente esthétique. Voilà. Et je te repasse la parole. Merci Françoise. Et c'est vrai que pour finir de conclure, on n'en finit pas de conclure, ces actions de valorisation ont vraiment pour objectif de, alors peut-être pas forcément à aimer si on n'aime pas ce genre d'architecture, et encore, moi je me souviens étant enfant, puisque moi j'ai grandi dans le nord des Hauts-de-France, la reconstruction d'après la Première Guerre mondiale était énormément décriée. L'art déco n'était pas du tout apprécié. Aujourd'hui, on trouve ça presque à la mode, c'est très bien vu. Je pense qu'il y a aussi un problème générationnel, on va dire, il faut le laisser autant le temps. C'est vrai que certaines figures de la reconstruction, je pense notamment aux portes que je vous montrais ici, finalement, aujourd'hui, ça serait très design, ce qu'on considère comme vintage. Donc, à un moment donné, ça va revenir aussi à l'ordre du jour et on va commencer à davantage s'intéresser à cette période. Ce qui manque aussi pour aller davantage plus loin à Beauvais, c'est la connaissance. Là, on vous a... C'est pas superficiel ce que je vous présentais, mais c'est pas encore abouti. Et c'est vrai que les recherches, comme a mené Gabin et que vont mener d'autres, pour approfondir cette connaissance, ça nous aidera aussi, je pense, à mieux le valoriser, mieux le protéger, donc par la suite. Si vous avez envie de poursuivre cette conférence, samedi, je vous l'annonçais, donc à 14h, vous aurez une visite commentée pour voir, on va dire, in situ dans la ville, ce patrimoine de la reconstruction. Et là, un peu plus la typologie, comme je l'évoquais à un moment donné, de la maison individuelle à la résidence, qui est présentée donc par Patricia Feuget, qui est guide conférencière et qui est présente ce soir, et Richard Kaczynski, architecte urbaniste, qui est aussi présent ce soir. Donc n'hésitez pas à venir nous accompagner samedi pour vraiment presque mettre en pratique cette conférence dans les rues de Beauvais. Dans ce programme, vous trouverez aussi d'autres visites ce week-end, des pans de bois, notamment toujours avec Richard Kaczynski, un archéologue, des visites de la cathédrale et de Saint-Étienne, puisque ce week-end clôturera cette 3e édition du mois de l'architecture et du patrimoine. Si vous avez des questions, je vais faire tourner le micro. Avez-vous des questions ? Tout d'abord, merci beaucoup pour vos interventions et tout l'éclairage que vous avez amené sur la reconstruction. Vous avez parlé beaucoup, Gabin, de la planification qu'ont mis en place Georges Noël et du coup Albert Parenti, et comment ils ont pu laisser place à l'intervention d'architectes plus spécialisés et plus localisés sur certains quartiers. Enfin, comment la jonction entre les deux s'est faite? Je pense que la liaison, elle s'est faite tout simplement pas par eux, c'est faite par le commissariat à la reconstruction, puisqu'une fois que le plan était validé, il y a des îlots en fait, qui ont été découpés dans la ville, notamment l'îlot dont s'est occupée la Bourdette, et on a redispatché ces îlots à des architectes pour justement passer d'une phase où on était juste dans une planification un peu grossière, en îlots, juste en zonage, etc., à une composition architecturale d'îlots. Et c'est pour ça que Georges Noël, du coup, il est à la fois urbaniste du plan, mais il s'est vu aussi confier, parce qu'on sait que c'était un très bon architecte dans un style un peu classique Beaux-Arts, donc on lui a confié la place de l'hôtel de ville, qui a du coup cette composition un peu de place royale. Et entre ces deux étapes-là que s'est fait la jonction entre les deux. Donc il y a vraiment eu la vision d'abord des deux architectes, enfin la vision urbaine d'abord, puis après il y a eu la vision architecturale qui s'est faite vraiment de façon plus singulière selon le style de chacun des architectes. C'est pour ça qu'il y a une cohérence dans le plan, mais il y a quand même une grande diversité dans les réalisations qui ont été faites, puisque en fait il y a eu des architectes vraiment différents à chaque fois sur les îlots qui ont été attribués au moment des chantiers. Par rapport aux îlots, il y a aussi en fait une adaptation au parcellaire. C'est qu'il y a bien sûr des endroits où les projets remarquables comme celui de la Bourdette, on est vraiment sur une composition d'ensemble, alors que presque partout ailleurs dans les îlots qui sont constitués mais qui font le tour du centre, on trouve beaucoup de petits éléments qui s'additionnent et qui se composent. Alors, justement, ils se composent à l'intérieur d'un plan global et qui permet comme ça aussi de se rendre compte de la richesse finalement de l'adaptation de cette architecture à son
à son contexte. Bon, moi j'ai vécu dans un de ces immeubles-là. Il y a une des choses, mais on le voit, et c'est ce qui vous interpelle en fait dans les compositions de façade, c'est qu'en fait ce sont la vision des architectes de cette époque-là. Vous parliez de la vision hygiéniste, mais c'est une vision justement orientée. C'est-à-dire que le rapport au soleil, et c'est pour ça qu'on est aussi sur des architectures qui sont aujourd'hui, qui fonctionnent du point de vue même de leur confort thermique, parce qu'ils ont utilisé, avec les matériaux de l'époque et la compréhension qu'on avait de l'époque, finalement la capacité à bien vivre avec le soleil, les éléments en fait, de la nature qui sont autour de ces constructions et qui ont été même reconstitués dans certains cas. Donc je pense que ça fait partie aussi du savoir-faire en fait, de ces architectes-là, parce qu'on parle souvent en fait, de la forme moderne des parois, mais la conception de l'intérieur est au moins aussi intéressante. Je vous invite l'année prochaine à la 4e édition du mois de l'architecture et du patrimoine qui recommencera donc comme sur son format habituel à partir des journées européennes du patrimoine et qui se clôturera vers la mi-octobre aux Journées nationales de l'architecture. Et l'année prochaine sera une année particulière puisque nous aurons les 800 ans de la cathédrale de Beauvais. Voilà, vous aviez l'annonce dans le programme de cette 3e édition. Et donc forcément, on ne pourra pas ne pas réagir à cet événement en tournant toute notre programmation pour mieux comprendre aussi bien et mieux connaître la cathédrale de Beauvais, mais au-delà de là, les répercussions en fait, que cette architecture aura pu aussi avoir sur Beauvais. On voyait par exemple sur la reconstruction à quel point les immeubles autour des monuments historiques ont été aussi pensés. Donc là, on fera toute une édition sur le patrimoine et l'architecture autour de la cathédrale l'année prochaine. Je ne vous en dévoile pas plus pour l'instant. Rendez-vous dans un an. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.